Salut mon pote, aujourd'hui on parle des verbes HTTP. Alors si tu débutes la programmation, ou alors que tu as envie de te rafraîchir la mémoire sur les basiques, t'es au bon endroit. Roulez! Je me souviens que quand j'ai voulu devenir développeur, j'ai demandé aux gens autour de moi quels étaient les sujets que je devrais connaître pour pouvoir devenir développeur. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit bon je te conseille d'aller apprendre React parce que c'est très demandé, etc. Et il y en a d'autres qui me disaient bon déjà essaie de comprendre ce que c'est que le protocole HTTP, fais du HTML, du CSS, du JavaScript, Vanilla, essaie d'avoir des bases solides et puis après tu iras monter sur les technos. Et forcément, avec la tendance et puis la tentation des frameworks un peu sexy comme React, j'ai pris l'autre partie. Et c'est pas forcément un mauvais calcul. Mais dans le métier de développeur, tu te rends compte tous les jours que tu utilises tout un tas de notions et de connaissances et que c'est pas forcément les frameworks qui font que sur le long terme, tu as une grosse connaissance du web. Il y avait un sujet qui revenait souvent et que je laissais beaucoup de côté, c'était le protocole HTTP. Et que tu sois front ou back, finalement, c'est un protocole avec lequel tu travailles tous les jours. Moi, c'est Tony, je suis développeur, et sur cette chaîne, je te raconte mon aventure avec la programmation. Si tu veux devenir développeur web, il y a des bases que tu dois connaître. Et dans cet écosystème, tu vas très souvent interagir avec le protocole HTTP. Donc HTTP, c'est un protocole dit client-serveur. Donc tu vas avoir un client, par exemple une application React, qui va envoyer des requêtes à un serveur, par exemple une API Node.js, qui elle va aller chercher en base des informations, des données, et va les renvoyer au client pour que celui-ci puisse les afficher dans le browser. Alors, HTTP, c'est aussi un acronyme pour Hypertext Transfer Protocol. Alors, c'est un protocole qui fait partie de ce qu'on appelle la couche application. Du coup, si on prend le réseau, la couche application, c'est la couche qui va se situer le plus haut. C'est celle qui va nous permettre d'interagir en tant qu'utilisateur avec le réseau. Alors gros disclaimer, moi je suis pas du tout un spécialiste réseau, j'essaie juste de te donner quelques clés qui vont te permettre de pouvoir te débrouiller. En tout cas, si dans le lot il y a des experts qui voient que j'ai fait des petites bavures ou je me suis un petit peu trompé, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires les erreurs en question, on pourra les corriger après, il n'y a pas de souci. Du coup, pour dialoguer avec ce serveur et lui faire comprendre les actions que tu veux qu'il exécute ou les commandes que tu veux qu'il exécute, il va falloir que tu utilises des verbes, un peu comme dans la vraie vie. Donc on appelle aussi ces verbes des méthodes. D'ailleurs, si en JavaScript, tu fais un fetch à une API, dans le deuxième argument, tu utilises un objet et tu vas faire méthode de points, post, put ou get. Maintenant, on va essayer d'énumérer tous les verbes en question. Et on va partir du postulat qu'on a une API qui s'appelle monapi.com/épisode qui va nous permettre d'accéder à des épisodes. Donc la première méthode, c'est la méthode get. Elle nous permet d'avoir accès à la ressource désignée par l'URL. Si je prends mon exemple api.com/épisode, ça va me renvoyer un tableau d'épisodes. On pourrait aussi se trouver dans le cas où on a monapi.com/épisode/l'id de l'épisode. Cette fois-ci, ça ne me retournerait que l'épisode demandé. On a la méthode head. Elle est exactement comme la méthode get, sauf qu'elle ne renvoie pas le contenu. Elle renvoie seulement les headers. Dans les headers, on va retrouver des informations additionnelles. Typiquement, on va pouvoir retrouver le content type qui va nous dire quel est le contenu qui va nous être retourné. Est-ce que c'est du JSON? Est-ce que c'est du XML? On pourra notamment utiliser cette méthode si on ne sait pas ce qui va être retourné à l'avance. Par exemple, si on récupère une URL de façon dynamique et que le programme, lui, ne sait pas du tout ce qui va être retourné, il va d'abord faire une méthode head, et puis après on pourrait imaginer un switch qui va dire si c'est un JSON, je vais faire telle méthode get avec tel handler, et puis si c'est du XML, je vais faire telle méthode get avec tel handler. Le handler va du coup permettre de soit gérer du JSON, soit gérer du XML. Ensuite on a la méthode post. Du coup la méthode post, on va envoyer de la data au serveur dans le but de faire une mise à jour ou une création. Par exemple, si je veux créer un nouvel épisode, je vais faire monapi.com/épisode et du coup, je vais envoyer un payload d'un épisode et lui va me retourner un épisode avec un nouvel ID pour me dire que ça a été créé. Ensuite, on a la méthode put.
Donc là encore, on envoie de la data au serveur, aussi dans le but de créer ou de modifier une data. Sauf que cette fois-ci, on n'envoie pas sur l'URL monapi.com/épisode, mais on va envoyer sur monapi.com/épisode/l'ID de la ressource. Put implique qu'on pointe vers la ressource précisément, à l'inverse de post. Ensuite, on a la méthode patch qui va nous permettre d'envoyer de la data dans le but de faire une mise à jour partielle de la ressource. Par exemple, je suis dans le cadre de monapi.com/épisode/2343. Du coup, dans mon payload, je vais seulement mettre le title et il n'y aura que le title qui sera modifié. Je ne vais pas être obligé, comme dans la méthode put, de renvoyer toute la donnée. On a ensuite la méthode delete qui te permet de supprimer une ressource du serveur. Du coup, je vais vous parler de 3 méthodes qui ne sont pas très utilisées ou très connues, mais qu'il est important de connaître. La première, c'est option. La méthode option nous permet d'avoir accès aux options de communication de la ressource. Je reprends mon exemple, monapi.com/épisode, et à ce moment-là, si je fais une requête option, on va me dire est-ce que je peux faire un get, un patch ou un put. Du coup, on pourrait imaginer que je suis encore dans un cas où je récupère une URL dynamiquement et je veux savoir tous les endpoints que j'ai à ma disposition. Ensuite, on a la méthode connect qui va établir un tunnel de communication bidirectionnel entre le client et la ressource mentionnée. Et enfin, on a la méthode trace où le client va demander au serveur de lui renvoyer ce qu'il a reçu. On utilise souvent ce genre de méthode quand on a besoin de tester la connexion. Je serais assez curieux de savoir s'il y en a parmi vous qui utilisent la méthode trace ou connect, parce que moi, je ne l'ai jamais utilisée. Du coup, on va repasser sur les différences entre put et post. La première que j'ai mentionnée, c'est le fait que put va cibler une ressource précise, donc monapi.com/épisode/2345. Si l'entité n'existe pas, elle va être créée, et si elle existe, elle va être modifiée. A l'inverse, une méthode post, elle, va taper sur une URL qu'on pourrait dire de collection. C'est pas un terme technique, c'est quelque chose que j'emploie pour essayer de vous faire comprendre. Donc typiquement, il va taper sur monapi.com/épisode, et lui va créer du coup un épisode. Le deuxième point qui fait une distinction entre put et post, c'est le fait que put est idempotente. C'est-à-dire qu'on pourra appeler put 20-30 fois, ça aura toujours le même effet. A l'inverse, quand on appelle post, c'est censé avoir des effets qui peuvent être différents à chaque fois. Je vais vous donner un exemple. On veut lancer une commande, par exemple sur ton application de livraison favorite, et bien à ce moment-là tu vas faire un post. Mais tu es d'accord avec moi que si tu relances plusieurs fois et que tu fais des posts de commandes, tu vas créer à chaque fois des nouvelles commandes qui vont trigger sûrement des emails de confirmation, qui vont trigger des livreurs, qui vont trigger le cuistot, etc. Donc en vrai, quand tu vas vouloir créer, en général, tu vas faire un post pour dire je crée une nouvelle entité, par exemple ma commande, et si je dois modifier cette commande en cours, rajouter des descriptions, etc., à ce moment-là, je vais utiliser un put. Et je pourrais appeler 50 fois le put pour modifier la description, ça ne modifiera que la description. Ça ne va pas recréer une nouvelle ressource en base et déclencher tout un tas de side effects. On pourrait aussi reparler de la différence entre patch et put. Et là, j'ai un exemple qui peut être intéressant pour vous. On a dit que patch, c'était pour faire la mise à jour partielle d'une ressource. A l'inverse, put, ça nous permet de faire une mise à jour complète du document. C'est-à-dire que quand je vais faire un put, dans mon body, je vais mettre l'intégralité de mon entité. Mais ce qui peut se passer, c'est que si on utilise par exemple put, imaginons que moi, je vais aller fetch un épisode, vous alliez le fetch aussi, et sur notre application, on est capable d'updater l'épisode avec un put. Donc moi, je vais modifier le titre. Du coup, ce que je vais envoyer au serveur, ça va être un épisode complet, et dedans, j'aurai modifié le titre. Imaginez que vous, maintenant, vous fassiez la même chose pour la description. Et de votre côté, le payload que vous avez depuis votre client, on va dire que c'est un payload qui est plus à jour, parce que la mise à jour du titre, vous ne l'avez pas encore reçu. Du coup, vous allez envoyer la mise à jour de la description, mais avec l'ancien titre, et du coup, vous allez écraser le mien. Alors, vous allez me dire qu'on peut régler ça avec des sockets, mais il y a plein de systèmes dans lesquels ça n'existe pas. Du coup, moi, ce que je recommande quand on se retrouve dans un cas comme celui-ci, c'est d'utiliser la méthode patch. Alors, bien évidemment, quand je parle de toutes ces méthodes, c'est ce qu'on appelle des spécifications. Vous allez les retrouver dans la doc de Mozilla, vous allez la retrouver sur Wikipédia, vous allez la retrouver dans les RFC, vous pouvez trouver aussi les liens sur Wikipédia et je vous mettrai les liens dans la description. Mais finalement, l'implémentation, elle, va dépendre des navigateurs. Pourquoi faudrait connaître tout ça ? La première chose, c'est que c'est un standard.
Ça va te permettre de t'aligner avec tes collègues, de pouvoir potentiellement, au moment où toi tu designes une API, suivre quelque chose qui va être compréhensible pour tes clients, mais aussi toi en tant que client d'une autre API, ça va te permettre d'avoir des repères quand tu lis la doc ou quand on t'envoie juste la liste des endpoints. Si par exemple tu n'as pas forcément de documentation, tu vas avoir des réflexes de dire bon le post ça va être pour créer mon entité, je vais avoir un put ou un patch pour l'utiliser, puis si tu vois que tu as un put, c'est qu'il faut utiliser un put et il faut tout renvoyer. Si tu vois qu'il y a un patch, tu sauras que tu peux faire une update partielle. Tout ça parce que tu as déjà cette connaissance. Et du coup, tu vas être capable de faire des API qui sont facilement utilisables. Parce que si au moment où tu codes ton API, tu respectes un petit peu ses standards, etc., il n'y a pas de raison que ton API ne soit pas facilement utilisable. Parce que la personne, elle a les mêmes connaissances que toi, elle est alignée sur les mêmes standards, et du coup vous allez beaucoup plus vite. Enfin, c'est des questions que tu peux retrouver en entretien, donc avoir quand même une overview de tous ces termes-là, surtout pour ceux qui sont en reconversion, qui sont en train d'essayer de prendre leur premier job en tant que dev, c'est hyper intéressant de connaître ces notions-là. Du coup, j'espère que cette petite vidéo en mode retour sur les bases, en mode rappel, t'a plu. D'ailleurs, dis-moi si toi en ce moment, tu profites de ce confinement pour avoir de bases plus solides, ça pourrait me donner des idées de sujets. Du coup, moi, le mois prochain, je ferai une vidéo sur les codes HTTP, et d'ici là, il y aura d'autres contenus, donc si tu veux pas rater une miette, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche. Roulez! Love. Bisous. On est à la deuxième semaine du confinement, et ça se voit, hein.